Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous voici donc aujourd'hui amenés à nous exprimer sur une motion de censure de l'opposition à l'occasion de l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte, le même qu'il y a 4 mois, votre projet de loi, Monsieur le ministre de l'économie. Enfin, pas tout à fait le même texte, et c'est bien ce qui suscite le dépit des écologistes, un dépit encore plus marqué que lors de l'engagement du 49.3 en première lecture. En février dernier, Monsieur le ministre de l'économie, vous pouviez encore affirmer avoir réuni sur chacun des articles de votre projet de loi dans sa version d'alors une majorité de députés en séance. À défaut d'avoir été toujours satisfaisante et notamment d'avoir établi des équilibres sur lesquels toute la majorité aurait pu se retrouver, la discussion parlementaire en première lecture avait été, et nous l'avions souligné, consistante, respectueuse et sur un certain nombre de points fructueuse. En utilisant cet article 49.3, vous reconnaissiez alors une réalité. Sur l'ensemble de votre texte, il n'existait pas de majorité dans cette Assemblée. Mais au moins, la discussion sur chacun des articles avait-elle pu se dérouler dans des conditions normales, conformes à la vie parlementaire et respectueuses des droits du Parlement. En coupant court au processus parlementaire en deuxième lecture, avant même que nous ayons pu mener à bien en séance l'examen du texte issu des travaux de la commission spéciale, vous ajoutez au constat d'absence de majorité sur l'ensemble du texte la reconnaissance d'un doute. Un doute sur votre capacité à faire adopter sans coup férir toutes les dispositions modifiées depuis. Car le caractère protéiforme du projet de loi, dont nous avions déploré l'absence de cohérence générale, s'est accru au fil du temps. 350 articles, dont une partie réécrite, voire introduite à la hussarde entre l'examen au Sénat et la commission spéciale à l'Assemblée. Comprenez que nous ne puissions pas applaudir l'artifice législatif qui coupe court à la nécessaire discussion au fond et jusqu'au bout, sans laquelle il n'y a pas de travail législatif sérieux. Vous avez donc, avec ce texte de loi, adopté une méthode artificielle qui consistait à lier entre elles des mesures n'ayant rien à voir les unes avec les autres. Cette méthode se trouve aggravée par les ajouts opérés depuis la première lecture. Des contenus souvent contestables, en plus, des capacités d'amélioration parlementaire en moins. L'équation politique n'est pas à somme nulle. Elle est, du simple point de vue démocratique, négative. La philosophie du projet de loi en elle-même et la méthode adoptée ne pouvaient que conduire à une coagulation des oppositions. Construire un texte fourre-tout, c'était tourner le dos à la recherche de compromis dynamiques. Vous aviez d'ailleurs, comme en préalable, intégré cette réalité en incluant dans votre projet de loi le recours, à nos yeux excessif, à des ordonnances sur des projets et sur des sujets extrêmement sensibles, comme le droit de l'environnement. Un mauvais calcul, car il est contredit par l'expérience, clairement, dans ces domaines. Le travail parlementaire, la prise en compte des réalités du terrain permettent le plus souvent une œuvre législative plus efficiente. Certes, nous ne méconnaissons pas les avancées et les enrichissements apportés sur ce sujet depuis l'examen en première lecture, ainsi que, par exemple, le retrait du projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO, cavalier législatif funeste ajouté au Sénat. Certes, nous saluons l'introduction de mesures issues du rapport que la commission spéciale du CNTE a réalisé sur la démocratie environnementale et notamment l'introduction de la notion de droit d'initiative sur les projets contestés. Mais pour les écologistes, sur les questions d'écologie, le compte n'y est pas. Car ce choix malheureux de traiter une question aussi sensible au milieu d'un tel projet de loi pour la renvoyer à des ordonnances demeure un mauvais choix. Un mauvais choix aggravé par ailleurs par la nouvelle rédaction de l'article consacré aux démolitions de constructions illégales. Vous limitez la possibilité de démolition dans l'espace en excluant l'essentiel du territoire, y compris des espaces qui méritent protection particulière. Vous la limitez dans le temps en supprimant le délai de 6 mois pour engager un recours dans toutes les zones du territoire national. Cet équilibre insatisfaisant trouvé à l'issue de la deuxième lecture en commission nécessitait clairement d'être retravaillé dans l'hémicycle pour aboutir à une réaction acceptable. C'est une aubaine pour certains promoteurs peu scrupuleux, c'est un facteur d'insécurité pour les élus chargés de délivrer les permis de construire, c'est un recul du droit pour les riverains et les associations de protection des paysages, c'est un mauvais coup pour l'environnement. Le tout pour un bénéfice extrêmement faible, puisque les dispositions avaient déjà été prises pour limiter les recours abusifs. Pour quel bénéfice ? C'est une question qui se pose sur la plupart des dispositions du projet de loi qui ont trait à l'écologie. Quel bénéfice rapide
en termes d'emploi et d'activité, de la mise en place à marche forcée d'une société de projet pour le financement du canal Seine-Nord. Chacun s'accorde à reconnaître que les financements nécessaires sont de moins en moins compatibles avec nos capacités d'investissement. Il y a tout de même un sacré paradoxe à voir ce texte censé favoriser la croissance et l'activité, intégrer un projet condamné avec force par Jacques Attali. Vous voyez que je ne suis pas sectaire dans mes références, y compris lorsqu'elles soutiennent une position sur le travail dominical qui n'est pas la mienne. Je cite sur ce point, et sans la dénaturer, la prise de position de celui auquel les inspirateurs de ce projet de loi se réfèrent si souvent. La démocratie est ainsi faite que les parlements et les opinions publiques passent parfois des mois, sinon des années, à discuter de sujets absolument mineurs et 0 minute sur des sujets structurants pour des siècles l'avenir d'un pays. Ainsi, du choix entre la création d'un canal Seine-Nord et le renforcement du port du Havre, un des choix majeurs qui devait être fait durant ce quinquennat et qui a été fait de la pire des façons, dans la forme comme sur le fond. Chaque jour montre, dans les territoires concernés, y compris dans des familles politiques peu suspectes de connivence avec les écologistes, je pense à Édouard Philippe, par exemple, des interrogations sur le sens, l'utilité et la faisabilité de ce projet pharaonique. Quel besoin avait-on de mettre ce sujet sur la table lorsque l'enjeu, c'est de mettre en œuvre des mesures ayant un effet rapide et concret sur l'activité et l'emploi, alors que l'enjeu, c'est aussi de rassembler autour de cet objectif? Et quel besoin de le faire ainsi en force, alors que le débat démocratique n'a pas réellement eu lieu sur le sujet? La même question pourrait d'ailleurs se poser pour la ligne Charles de Gaulle Express en Île-de-France. Vous nous aviez annoncé un projet de loi novateur, réformateur, constitué de mesures simples, concrètes et rapidement mises en œuvre pour accélérer une reprise de l'activité et le développement de l'emploi. Les services de Bercy n'ont pas pu s'empêcher d'y ajouter des dispositions colbertistes, budgétivores. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Un paradoxe qui s'ajoute à l'incohérence patente entre le contenu environnemental de ce projet de loi, qui comporte par ailleurs des dispositions positives pour le développement des énergies renouvelables, et les déclarations du président de la République en janvier sur la démocratie environnementale. Franchement, quel intérêt pour l'emploi et l'activité, encore une fois, à réduire par 4 les délais pour les recours des associations environnementales contre des projets d'installation classés, notamment en matière d'agriculture industrielle. Des projets qui se développent trop souvent au détriment de l'emploi agricole existant, au détriment de l'environnement ou encore au prix de risques sanitaires qui auront, eux, des conséquences financières sur le long terme. Ce n'est pas en les favorisant, mais bien en renforçant l'acceptabilité économique, environnementale et citoyenne qu'on créera les conditions d'une croissance vertueuse et durable. En voulant traiter trop de sujets, on risque sur chacun d'entre eux l'imprécision et la maladresse. En voulant traiter trop de sujets, on risque sur l'ensemble l'incohérence et la contradiction entre de bonnes dispositions et des mesures négatives. C'est le cas malheureusement sur les questions liées à l'écologie. C'est ce qui avait justifié que nous vous indiquions en première lecture que nous ne voterions pas ce projet de loi. Les évolutions enregistrées depuis n'ont malheureusement pas modifié notre approche. Parce que si le groupe au nom duquel je m'exprime aujourd'hui peut porter en son sein des différences d'approche, de sensibilité, d'appréciation sur les questions économiques et sociales, y compris sur certaines dispositions du projet de loi, et au moins nous ne le cachons pas, il est une boussole qui nous est commune et qui nous réunit, celle de l'écologie. Et sur cet aspect des choses, les incohérences sont trop profondes, les contradictions trop flagrantes, les imprécisions trop inquiétantes, les avancées trop timides, les reculs trop nombreux pour que nous puissions en juger le bilan positif. Je ne m'étendrai pas sur les questions liées au droit du travail. François de Rugy avait déjà en février exprimé nos réticences sur l'élargissement notamment du travail dominical, question sur laquelle une nouvelle loi est indispensable, car l'insuffisance de la loi Mallier est patente, notamment en termes de garanties pour les salariés, mais qui mérite mieux que quelques articles au détour d'un projet de loi qui traite de tant de sujets à la fois. Mais comme je le disais au début de mon intervention, le texte final comporte des dispositions nouvelles qui inquiètent et interpellent. Le plafonnement des indemnités dues aux salariés abusivement licenciés nous interroge, et notamment ses fondements constitutionnels. Nous espérons que le Conseil constitutionnel sera amené à statuer clairement sur cette disposition. En engageant de nouveau la responsabilité du gouvernement sur ce texte, par l'utilisation de l'article 49.3, et cette fois-ci de manière précipitée, j'allais dire préventive, alors que notre Assemblée aurait dû l'examiner jusqu'à son terme,
Ce n'est pas un acte d'autorité que vous accomplissez, Monsieur le Premier ministre. C'est l'échec d'un débat au sein de la majorité que vous actez. Et comme l'avait fait François de Rugy de cette tribune en première lecture, je veux réaffirmer que c'est la majorité dans son ensemble qui doit trouver en son sein le moyen de sortir de cette impasse. Pour continuer à aller de l'avant et pour agir efficacement au service des Français et de ceux qui nous ont fait confiance dans les 2 ans qui viennent. Nous en sommes capables, en témoigne le travail fructueux réalisé sur la loi de transition énergétique. C'est cet esprit qui doit tous nous animer, car c'est pour cela que les Français nous ont élus ici, pour trouver entre nous les nécessaires compromis dynamiques, ceux qui permettent d'avancer, de mettre en œuvre de vrais changements, en tenant compte des approches de chacune des composantes de la majorité. J'ai beaucoup parlé du projet de loi Macron. D'une certaine manière, les écologistes auront tenté, au cours de cette discussion sur la motion de censure, de porter le message et les propositions dont l'usage précipité du 49.3 nous aura privés au cours de la seconde lecture. On en oublierait presque que l'objet de notre séance d'aujourd'hui, c'est la discussion de la motion de censure que nous a présentée le président Jacob. La première motion de censure déposée par le groupe autoproclamé républicain. Si je voulais résumer le fond de ma pensée, après avoir entendu le président Jacob, je dirais qu'une motion de censure, allez, s'il vous plaît, qu'une motion de censure signée Les Républicains, c'est la même chose qu'une motion de censure signée UMP, en pire, toujours plus dans la caricature, toujours plus fort dans les incohérences entre les objectifs affichés pour demain et la politique menée hier, toujours plus outrancier dans l'analyse, toujours plus politicien. Nous voyons s'exprimer, et encore maintenant, sous nos yeux, une droite de moins en moins républicaine dans ses comportements et dans ses postures, de plus en plus éloignée du modèle social français, de plus en plus tentée d'engager une fuite en avant pour espérer contenir le populisme de l'extrême droite. Pas plus aujourd'hui qu'hier, les écologistes ne se livreront à la politique du pire. Pas plus aujourd'hui qu'hier, et pas plus que demain. Et dans cet épisode plus glorieux de votre vie parlementaire, l'essentiel, c'est bien demain. Je me disais, en écoutant le discours outrancier de M. Jacob, parce que moi je l'ai écouté, que finalement, bien plus que la question de la responsabilité du gouvernement aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacune et de chacun dans la majorité et demain qui est posée. Serons-nous capables, individuellement, aux responsabilités qui sont celles de chacune et de chacun, à la place qu'il occupe, de la plus humble à la plus éminente, de recréer les conditions de la confiance. La confiance en nous, certes, mais avant tout la confiance avec les Françaises et avec les Français qui nous avaient accordé la leur. Serons-nous capables collectivement, par notre sens des responsabilités et notre refus des petits jeux délétères? C'est le pari que je formule, c'est l'espoir que j'exprime, c'est l'appel que je lance en vous confirmant ici que les députés écologistes, à la quasi-unanimité, ne voteront pas la motion de censure qui nous est aujourd'hui proposée. Merci, Madame.